Alors c'est un moment assez bizarre dans ma vie parce que c'est peut-être le dernier livre que j'écris. C'est pas du tout triste, non, c'est pas du tout triste, mais en fait, vous savez, dans le Talmud, il y a un aphorisme qui est assez bon, qui dit si tu veux faire rigoler Dieu, parle-lui de tes projets. Donc là, je transgresse la règle, je parle des projets. Bon, donc c'est un peu, je me suis dit, c'est un peu comme une réunion avant crémation. Mais, sauf que là, il n'y a pas de cadavre. C'est bien, bon. Alors je vais commencer par vous dire que j'ai écrit quelque chose pour vous en essayant de montrer qu'est-ce que c'est que la vie d'un écrivain. Enfin, de mon acabit, bien sûr. Je ne peux pas me mettre à la place, je sais pas, de Balzac, ça serait difficile. Mais bon, à propos de Balzac, c'est intéressant parce que s'il avait eu une Nespresso, qu'est-ce qu'il aurait écrit? Il aurait fait 2 fois la comédie humaine. Donc, j'ai choisi, je me suis rendu compte que chaque fois que j'écrivais un livre, il générait une histoire en dehors du livre. Et ces histoires, elles sont assez intéressantes à mon avis, enfin je crois qu'elles vont vous intéresser, ou au moins vous faire sourire. Alors je commence par le premier livre que j'ai écrit qui est Papa Poule. Et je suis très heureux d'avoir écrit Papa Poule parce que c'est pas rien Papa Poule. D'abord il a tiré à 50 000, ce qui ne m'est jamais arrivé depuis. Et d'ailleurs c'est pas... le succès n'a jamais rien prouvé ni pour ni contre. Mais enfin, quand il fait 50 000, il est quand même, il prouve beaucoup. Bon. Et donc, j'ai fait Papa Poule, et ça m'a permis d'entrer en littérature, si je puis dire. Et c'est un succès populaire. Et ça m'a plu. Après tout, Shakespeare aussi était populaire. Bon, il bourrait. Bon. Et donc, pourquoi pas? Et il a généré 2 histoires. La première, s'est passée à la FNAC, où j'avais été invité pour présenter le livre. Et là, il y avait une assemblée comme maintenant, des gens sympathiques, et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui s'est levé dans l'assemblée qui m'a dit « Monsieur, si vous permettez, je voudrais vous dire quelque chose. » Alors j'ai dit « allez-y, hein, bon. » Il me dit, voilà, je suis moniteur de vacances, et cet été, il y avait dans mon groupe un petit garçon. Et ce petit garçon avait perdu la parole quand il a appris que ses parents divorçaient. Et il a vu Papa Poule, il a vu le feuilleton et lu le livre, et il a retrouvé la parole. Et il m'a dit, parce que votre Papa Poule démystifie le divorce et c'est sa grande qualité. Alors évidemment, ça m'a fait bien plaisir. Je n'avais pas autre chose à me dire. Et alors, et l'autre chose, l'autre chose est l'objet d'un certain chagrin chez moi le matin quand je me lève, parce que le Robert, notre Saint-Père le Robert, notre cousine Larousse et le grand-oncle Littré ne m'attribuent pas la paternité du titre. Or, j'ai créé Papa Poule, c'est un néologisme. Bon, je l'ai trouvé, bon, je ne sais pas comment, quelquefois c'est plus facile d'écrire, de trouver un texte que d'écrire le livre. Alors, voilà, et alors, quelquefois ça me chagrine quand même, mais pourquoi il ne m'attribue pas la paternité du titre? Et alors tout d'un coup je me suis dit, mais je suis comme Napoléon. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Bon, d'abord j'en profite pour vous dire que Napoléon, lors de la campagne d'Égypte, a été le premier homme politique à penser que les Juifs devaient revenir en Palestine pour y créer une patrie. Napoléon. C'est pas mal quand même. Et moi, je suis en quoi je ressemble à Napoléon?
Eh ben, c'est très simple. Napoléon, le pauvre, quand il a été déchu et qui est parti en exil sur le voilier commandé par un capitaine anglais jugulaire, qui refusait de l'appeler Majesté. Il l'appelait Général Bonaparte. Enfin, c'était un peu pas gentil en tous les cas. Alors tous les compagnons de Napoléon se plaignaient auprès de lui, mais quand même, il devrait vous appeler sire. Alors Napoléon, et ça c'est d'après le mémorial de Sainte-Hélène, a dit « Ils peuvent m'appeler comme ils veulent, mais ils ne m'empêcheront pas d'être ce que je suis. » Donc, dont acte, j'ai inventé le néologisme, et c'est bien moi qui l'ai inventé. Alors après, le Papaboule a été publié chez Lattès. Et Lattès, j'avais moi un livre auquel j'avais déjà commencé à travailler sur un manuscrit. Alors j'ai profité de l'occasion, j'ai dit, j'en ai parlé à Lattès, qui m'a dit, oh, on va vous signer un contrat, c'est bon. Alors, il m'a signé un contrat pour que j'écrive Le Triporteur de Belleville. Alors vous savez, alors il y a des gens parmi vous, j'en suis certain, qui ont connu cette attente stupide où on est entre parenthèses, on attend que le coup de fil, on attend ce qui va, on va vous dire c'est formidable, votre manuscrit, on va le publier, etc. Et là, rien du tout. Alors, j'en parle à Denise, ma femme, elle me dit, mais pourquoi tu n'appelles pas? Ah mais non, quand même, on n'appelle pas. Mais si, tu appelles, c'est tout à fait naturel. Alors, je prends mon téléphone et j'appelle et je tombe sur... J'avais un lecteur, directeur de collection, et je tombe sur lui. Ah, Daniel, comment vas-tu? Tiens, je ne savais pas qu'il me tutoyait, enfin bon. Comment vas-tu? Eh bien, tout tombe bien parce que justement, j'allais t'appeler. Peux-tu venir demain dans l'après-midi? C'était un mercredi, et donc j'y vais avec Denise et les enfants vont boire un café en attendant, et je monte chez le lecteur-directeur. Alors lui, il habitait un tout petit bureau, c'est comme une boîte à chaussures, et il y avait à peine la place pour que je m'assoie. Il avait un grand bureau, et sur son bureau, j'ai vu mon manuscrit étalé, comme un cadavre. Et c'était une dissection. Il avait mis des traits rouges partout. C'était une dissection, littéralement. Alors, j'étais quand même un peu surpris. Et puis, il me dit, mon cher Daniel, moi je pensais que ça commençait mal, ça. Mon cher Daniel, encore une fois. Mon cher Daniel, il faut que je te dise une chose, tu n'es pas un écrivain. Alors là, bon... quand on vous dit ça, quand même, c'est pas rien. Et ensuite, il m'a regardé comme on regarde une crotte de Saint-Bernard, bien nourrie, sur laquelle on a failli marcher. Et il répète, mon cher Daniel, tu n'es pas un écrivain. Bon. Alors, j'avais lui dire, alors qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je suis? Enfin bref. Et je lui dis, bon, ben... alors j'ai pris mon manuscrit, je suis sorti avec l'ami Nasser Renfroyer, puis j'ai retrouvé les enfants et Denise, et puis j'avais mon manuscrit, et j'ai montré à mes enfants, et mon fils, qui a 55 ans, s'en souvient encore, je lui ai montré le manuscrit, je dis, voilà, regarde ce qu'il a mis des traits partout, et en plus... j'ai oublié une chose fondamentale, c'est qu'après qu'il m'ait dit que je n'étais pas un écrivain, il m'a dit, par exemple, tu écris, il pédala comme un Spartiate.
Je dis oui. C'était pour rire. Parce que les Spartiates n'avaient pas de vélocipède. Ils ne pouvaient pas pédaler. Je dis oui, mais donc c'était pour faire rire. Bon, alors là-dessus, c'est là que j'ai pris mon manuscrit, je suis parti. Bon. Et j'ai montré à mes enfants, je dis, si vous croyez qu'à partir du sortir de l'école, par exemple, vous cessez de passer des examens, vous cessez de passer des contrôles, eh bien c'est tout à fait faux. Ça dure toute la vie. Alors, le triporteur de Belleville a été finalement publié. Mais avant de vous parler de sa publication, disons qu'il est déjà publié, et je vais vous raconter quelque chose. Après sa publication, j'ai reçu un mot très gentil disant que j'étais invité comme écrivain européen au congrès des écrivains européens à Strasbourg. Et alors, royal, hein, un train spécial, tout ça. Et on nous demande, par haut-parleur, on nous dit, on prie les auteurs d'écrire un petit texte dans le train qu'on remettra en arrivant à Strasbourg. Alors moi, j'écris un petit texte dont je me souviens le contenu, mais je ne sais pas où je l'ai fourré. En fait, ce que je disais, c'est qu'on était en train de rouler sur les mêmes rails qui avaient conduit les gens à Auschwitz, et que si on nous avait demandé de faire ce congrès, si on nous avait convoqués, contrairement à la position de beaucoup de gens et d'écrivains pendant cette période, ils supposaient que nous allions être les garants que cela ne se reproduise plus. Alors c'était 10 lignes, je n'ai pas pondu la recherche. Bon, et on est arrivé, on nous a bien reçus, on a bien mangé, on a parlé, on a fait beaucoup de congrès, enfin, etc., etc. Et puis, à la fin, il y avait un dîner, et au cours du dîner, on nous dit, nous avons décidé d'attribuer un petit prix à 3 textes qui ont été primés à propos du voyage. Alors, il balance les noms, et tout d'un coup, j'entends le mien. Alors, je dis, tiens, bon. Et on me convoque, approchez, approchez, ne restez pas là, debout. Venez, 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 venez. Tu peux mettre la chaise. Allez, venez, venez. Elia, tu peux mettre la chaise, tu peux. Allez, venez, il y a plein de place, là. Venez à côté du père. Là, tu peux Alors, regarder ici, là, si tu veux. Donc, je monte sur la tribune, et puis on me dit, voilà, monsieur, vous avez reçu tel prix, alors, je ne sais pas, Merde, je sais pas comment il était libellé. Alors, c'est bon. je lis mon texte, et on m'applaudit, il y a une très belle femme qui m'embrasse, et je descends. Et quand je descends l'estrade, qui je vois? Le vélocipédiste du Spartiate, qui était là, en face de moi, comme je vous vois. Alors, je l'ai regardé, et il n'y avait pas l'ombre d'une vengeance dans mon regard. Mais il avait pu y lire une franche, mais alors franche jouissance. Et ça, quand on éprouve ça, on a l'occasion d'éprouver ça, c'était vraiment pas mal. Alors maintenant, on revient au triporteur. Alors, le triporteur, bon, je suis renfroyé, je suis chez moi, je ne sors plus, je suis frustré, je suis l'écrivain maudit, enfin, bon, pourquoi il n'a pas aimé ça, mais enfin, bref. Et puis, je reçois un coup de fil d'Anita, qui était la monteuse qui avait monté le portrait de Marianne, le seul et unique film que j'ai fait. Et donc, elle est là, elle me téléphone, elle me dit, écoute, Daniel, qu'est-ce que tu fais samedi? Alors, samedi, je dis, bah, tu sais,
pas grand-chose. Elle me dit, écoute, je t'invite avec Denise parce que je donne une soirée et c'est bien, on va manger, on va danser, ça sera formidable. Alors je dis non, moi je ne suis pas du tout dans l'état de danser, de boire des coups. Je suis l'auteur auquel on vient d'infuser un manuscrit. Je ne suis pas bon. Alors, elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais viens rigoler. Bon, je raccroche, on va voir. Et Denise, qui avait écouté la conversation, me dit, mais comment ça? Mais pourquoi tu as refusé? Ben, j'ai refusé parce que quoi. J'ai pas envie de... Alors elle me dit, mais moi j'ai envie de danser. J'ai envie de m'amuser. Et c'est une occasion. Je dis, bah oui, si tu veux. Alors, je reprends le téléphone et je dis, Anita, finalement, je me suis ravisé et je viens avec Denise. Ah, bravo, formidable. Alors, on arrive le samedi. Alors moi, j'étais toujours renfrogné, je me tirais la gueule. Je m'assois sur un canapé. Et puis, au bout d'un certain temps, s'assoit quelqu'un à côté de moi qui a visiblement envie de faire la causette. Moi, pas tellement, hein. Bon. Et alors, il me dit, qu'est-ce que tu fais, toi? Alors, moi, je dis, bah, j'écris. Ah, c'est intéressant. Et on te répond? Alors, bah, non, justement, en ce moment, tu as écrit quelque chose en ce moment? Là, tu as quelque chose? J'ai dit oui, j'ai un manuscrit, on me l'a foutu à la gueule, quoi. C'est le cas, voilà. Mais tu l'as donné à qui? Alors, j'avais un contrat avec la Thèse. Ah oui, et ton lecteur, c'était le vélocipédiste. Oui, c'était lui. Alors là-dessus, il me dit, ça t'ennuierait de m'envoyer ton manuscrit? Alors je dis non. Pourquoi? Non, je te l'envoie. Alors je lui envoie le manuscrit. Et puis, 8 jours après, je sors comment est-ce qu'on dit, ma renfognitude dans la rue, tu vois. Et puis, je rentre à la maison et Denise me dit, tu sais, on a eu un coup de fil de Jean-Étienne Cohen-Seat. Apparemment, je crois qu'il est le directeur de Kalman Levy. Et il souhaite que tu l'appelles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Bon, je l'appelle. Et il me donne rendez-vous à 8h30. C'était quand même à 8h30, c'est pas 9h, à 8h30. Et pétante, je suis là à 8h30. Il me dit, Monsieur Goldenberg, je suis très, très content de vous voir. Et j'ai beaucoup aimé votre manuscrit. Enfin, alors là, c'est du miel, vous voyez, vous êtes là. N'arrêtez pas, continuez. Et puis, il me dit, je publierai volontiers votre roman, mais j'ai quelque chose à vous dire, il est trop long. Enfin, c'est encore un coup de bambou. Mais trop long. Mais qu'est-ce que... C'était une péto, bien sûr. Je dis, mais trop long. Moi, je le trouve trop court. Qu'est-ce que ça veut dire, trop long? Il est comme je le veux, et je l'ai écrit. Il est ni long, ni trop long, ni trop court. Et vraiment, tout ça, une péto. Et je dis, ah bon, vous trouvez ça trop long? Il dit, oui. Et vous devriez retravailler un petit peu. Et alors là, il voit sur ma tête que niette. Alors il me dit, écoutez, si vous le voulez bien, je vais moi vous faire des propositions de coupe. Alors, allez-y. Et je rentre à la maison et Denise était très inquiète. Elle dit, alors? Eh bien, alors, il le publiera à la condition que je le raccourcisse. Il trouve ça trop long. Et Denise s'éclate avec un grand rire. Enfin! Alors j'ai commencé à enfin. Mais oui, il est trop long ton livre. Et je voulais te le dire, mais t'as tellement mauvais caractère quand on te dit que je ne te plaît pas, que je ne te l'ai pas dit. Mais c'est vrai, il est trop long. Elle me dit, écoute, si tu permets,
je vais m'y mettre moi aussi en même temps que Cohen-Seat. Tu permets? Alors bon, comment est-ce qu'on peut refuser à Denise de Casabianca, la monteuse du premier film de la Nouvelle Vague, Le Coup du Berger, de Rivette? On ne peut rien lui refuser. Puis en plus, j'étais quand même un peu flatté parce que j'arrivais dans une grande lignée. J'ai dit, vas-y. Donc je continue à un peu être moins renfrogné quand même. Et puis au bout d'un certain temps, j'ai un coup de téléphone de Cohen-Seat qui me dit, voulez-vous avoir la gentillesse de passer à mon bureau? Alors j'y vais. Et il me dit, voilà, j'ai travaillé, lisez-le, c'est matière à discussion. Et moi, je rentre à la maison. Et Denise me dit, bah moi, ça tombe bien, j'ai fini aussi. Alors, mais lis d'abord Cohen-Seat. Alors, je lis Cohen-Seat. Alors, lui, c'était pas compliqué. Il avait coupé des chapitres entiers. Et il avait coupé à un certain point. Et il reprenait au chapitre qui suivait. Et on ne voyait pas la disparition du chapitre écrit. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Alors à ce propos, je meurs d'envie de vous raconter l'histoire de Frank Capra, qui un jour avait fait ce qu'on appelle des sneak preview et qui avait apporté un de ses films à une projection improvisée en disant aux gens qui étaient restés pour le voir, écoutez, voilà, je viens de finir ce film, vous allez le voir et on serait ravis d'avoir votre opinion. Alors les gens disent, oui d'accord, et Capra va s'asseoir dans la salle, à côté de son producteur, et la projection commence. Et terreur des terreurs, le projectionniste n'a pas mis la première bobine, il a commencé par la deuxième bobine. Alors, Capra est complètement remué, il dit, je vais voir le projectionniste. Et le producteur dit, restez tranquille. Puis ils arrivent à la fin du film, et puis le producteur lui dit, mais vraiment, elle vous a manqué cette première bobine? Et il dit, non. Voilà, bon ça c'était une digression. Et donc, il a publié le triporteur tel que vous l'avez lu. Et puis, j'ai continué ma brillante carrière. Et j'arrive Mais tu voulais dire quelque chose, ouais. Denise, la coupe de Denise. Ah oui, oh là. Heureusement que mes enfants connaissent ma vie. Oui, c'est vrai. Parce que quand Denise... Ah oui, alors, oh merci Eva, parce que ça c'est savoureux, j'allais oublier ça. Alors, je prends les coupes de Denise, et Denise, à quelques virgules près, avait fait le même boulot. Ouais. Enfin... Bon voilà. Merci Eva. Et alors après, j'ai écrit vous voyez quand même que les histoires qui se lient à ces livres, c'est assez savoureux quand même, parce qu'on n'a pas idée que ça puisse être comme ça. Et alors, j'ai écrit un autre livre qui s'appelle John Lemsky, et qui est l'histoire d'un metteur en scène américain qui s'est réfugié en Europe à cause du macartisme. Et donc, c'est une biographie inventée sur un metteur en scène qui n'existe pas. Et le livre sort. Alors, vous savez, quand un livre sort, c'est comme un enfant qui fait ses premiers pas. On veut surveiller s'il ne va pas se casser la gueule, s'il a les bonnes chaussures, etc. Alors, on va à la FNAC. Et à la FNAC, il y a la table des nouveautés. Et là, on voit comment ils l'ont placé, l'enfant. Et je vais à la FNAC. Alors là, il faut avoir quand même... c'est vraiment une sensation difficile à décrire parce qu'on est comme... en même temps, on est hypocrite. Et puis, on dit... on ne va pas dire au préposé de la FNAC... John Lemsky vient de sortir... et je ne le vois pas sur la table des nouveautés. On ne peut pas dire ça. Alors on se dit, on recherche encore et on ne trouve pas. Alors finalement on se décide. Alors là il y a une autre méthode, c'est la méthode complètement fauderche. On y va et on dit,
Bonjour monsieur, bah, c'était pas encore le temps de bonjour, comment ça va, bonne journée, pas de soucis. Non, là c'était bonjour, c'était tout, bon. Et je lui dis, excusez-moi de vous déranger, mais vous ne me dérangez pas. Non. Bon, je cherche un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Daniel Goldenberg, oui, et qui a écrit un livre qui s'appelle John Lenski. Oh, mais oui, John Lenski, mais bien sûr. Et je ne l'ai pas vu sur la table des nouveautés. Il dit non, mais il est dans la section cinéma. Il est dans la section biographie. Là, vous le trouverez. Donc, mon personnage imaginaire avait une biographie tout à fait officielle sur la table des nouveautés du cinéma. Ça, c'est... Et ensuite, j'ai écrit un autre livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le Grand Rôle. Alors vous me permettrez, parce que autrement vous ne comprendrez rien, vous me permettrez de résumer un tout petit peu le livre si vous ne l'avez pas lu. Ça se passe à Paris, où arrive un metteur en scène américain qui veut tourner le Marchand de Venise en yiddish. Et qui cherche donc des acteurs ayant 85 ans, parce qu'il veut relier ça à la Shoah, une chose comme ça. Bon. Donc, il cherche des acteurs, et notamment Shylock. Et alors, moi j'ai tellement eu des copains merveilleux, Lax ou Lescaut, qui disent, parce que moi je pensais qu'ils allaient jouer là-dedans. Alors j'imaginais très bien Lescaut ou Lax disant, il vient tourner le Marchand de Venise en yiddish à Paris. Farvos, pourquoi? Et il y a l'autre qui répond, Farvos nit, pourquoi pas? Alors, le metteur en scène américain cherche les acteurs. Et il y en a un parmi eux qui s'appelle Moshe Kurz, qui est choisi. Mais il est choisi à moitié. Le metteur en scène, il est encore un peu douteux. Alors, il lui fait faire des essais. Et puis, à la fin, il lui dit, écoutez, je vais prendre une décision bientôt, mais vous y êtes presque. Alors, tous les copains sont là, bah ça y est, non, mais c'est dans la poche. Bon. Et puis, Moshe va voir le metteur en scène lui dit, écoutez, je suis désolé, mais j'avais prévu un acteur américain, et puis il était occupé, et puis finalement il s'est libéré, et donc je le prends. Donc je ne peux pas vous donner. Alors il rentre chez lui, et il est assez triste. Il ne sait pas comment il va annoncer ça à Perla, à sa femme. Et puis, sa femme, entre-temps, a appris une nouvelle terrible. Elle a appris qu'elle est en phase terminale d'un cancer merdique qui lui donne peu de temps à vivre. Et quand il arrive, elle lui dit « Alors, tu l'as !» Et lui, il dit « Qu'est-ce que je vais te dire Oui, je l'ai. » Alors là-dessus, il retrouve les copains. Alors il dit j'ai dit à Perla que j'avais le rôle. Mais t'as bien fait. Oui, mais c'est un mensonge. Mais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est un mensonge? Écoute, l'important maintenant, c'est que Perla meure heureuse. Alors on va tout faire pour qu'elle meure heureuse. Alors il commence, ça c'est tout l'objet du livre, il commence à faire des fausses interviews, des fausses dans les journaux, il magouille une interview sur un faux plateau, enfin ils font tout ce qu'ils peuvent, et il y a pas mal de choses, et puis tout d'un coup, Perla dit, il y a quand même une chose qui vraiment me ferait plaisir, c'est rencontrer le metteur en scène. Alors là, c'est la panique totale. Alors ils se concertent tous, ils disent mais comment on peut faire ça, rencontrer le metteur en scène. Alors il y a quelqu'un qui dit
Ben, c'est pas difficile. On n'a qu'à l'enlever. Mais comment on fait ça? Oh! Vous allez voir. Alors là, il commence une histoire. Ils arrivent à manipuler le chauffeur en le faisant sortir. Ils prennent sa casquette. Ils conduisent la Cadillac qui mesure 15 mètres de haut. Ils se mettent tous dedans. Il y en a un qui dit « J'aurais jamais cru que c'était aussi drôle que ça d'enlever quelqu'un. » Bon, et là-dessus, ils arrivent à Belleville. Et ils montent. Et on le reconnaît, le metteur en scène. Il y a des gens « Ah, mais c'est pas lui qui... » Et oui, c'est... Alors il monte. Et puis il arrive devant Perla. Et Perla, elle lui dit... Non, non. Je suis content que vous soyez venu, mais vous n'avez besoin de rien me dire. Moi, je suis seulement content que vous soyez là. Alors, est-ce qu'elle a, c'est à vous de savoir, est-ce qu'elle a compris ou est-ce qu'elle n'a pas compris? Je ne sais pas. Moi, je le laisse dans le bac. Là-dessus, le livre sort et tout de suite, proposition d'en faire un film. Alors, il y a une grosse proposition et puis une petite. La grosse proposition, l'éditeur dit ouais, oui, on va prendre celle-là. Donc, on m'annonce, voilà, un film, on va trouver un metteur en scène jeune qui comprend tout ça, et puis des acteurs formidables, etc. Un scénario formidable. Donc, je dis, bah, allez-y. Alors, j'attends, et puis un jour, on m'apporte le scénario. Alors là, le scénario, c'était comme... je ne sais pas à quoi je peux comparer ça. C'était pas une trahison au premier degré, ni au deuxième degré, ni au troisième degré. C'était la trahison totale. Pourquoi? Parce que ils avaient rajeuni tous les personnages. Ils avaient 30 ans. Alors la Shoah, ils ne savaient plus rien à voir avec mon livre. Mais plus rien à voir. Alors, ils avaient acheté les droits. On tourne le film. Le film passe comme une comète. Il reste une semaine avec un ou deux spectateurs. Le bide total. Et quelque temps après, la productrice m'appelle, elle me dit « Oh Daniel, j'ai une grande nouvelle pour vous. » Ah, je dis « Bon, quelle nouvelle? Parce qu'après toutes les nouvelles que vous m'avez annoncées, je tremble de celles que vous allez m'annoncer maintenant. » Alors, elle me dit « Vous savez, les Américains veulent faire le remake. Ils veulent faire le remake. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous faire tellement plaisir. Ils m'ont promis de tourner votre livre tel qu'il est. Ça ne vous fait pas plaisir, ça? Et je me suis demandé si elle avait vraiment réalisé ce qui se passait. Mais il n'y a pas eu de remake. Hein, bon, et puis, je suis passé à un autre livre qui est... Alors ça, c'est... une histoire assez pas mal non plus, c'est la dernière d'ailleurs. Au cas où vous commencez à... Et donc c'est le juif de la Révolution. Alors là, je ne me suis pas embarrassé, j'ai fait comme Alexandre Dumas, j'ai pris tous les personnages que j'aime, je les ai mélangés aux miens. Donc il y a Napoléon, il y a tout ça, bon, formidable. Et puis, et c'est basé sur des histoires vraies, hein. Donc, j'ai mélangé plusieurs personnages, mais ce que je raconte essentiellement est vrai. Donc, sauf ce que je croyais faux, c'est que donc, le juif de la Révolution, il a 20 ans en 1789, il rencontre Napoléon, il devient copain avec Napoléon, il l'emmène à la campagne d'Égypte, enfin bref. Et puis, bon, ils se brouillent parce qu'ils avaient mauvais caractère tous les deux. Et là, bon, le livre est mis en vente et on ne peut pas dire que c'est un gros succès, dommage. Bref. Et quelque temps après, je reçois un coup de téléphone d'un monsieur qui me dit « Vous êtes bien Daniel Goldenberg ?» Je dis « Oui, oui. » L'auteur du Juif de la Révolution.
Oui, oui. Mais écoutez, vous auriez pu me dire, parce que ça me choque comme un tout petit peu, vous auriez pu me dire que vous vous étiez inspiré de mon ancêtre. Je dis, comment ça, votre ancêtre? Il dit, oui, mon ancêtre, Adam Schaeffer. Adam Schaeffer? Mais c'est, oui, premier général de la Révolution. Je dis, Adam Schaeffer, mais monsieur, Adam, c'est le prénom de mon petit-fils. Schaeffer, c'est le prénom de ma grand-mère maternelle. Je ne me suis pas du tout inspiré de votre ancêtre. On va dire, alors ça, eh ben ça, ben je vous crois, mais quand même, si un jour, alors il était à Metz, et si un jour vous passez par Metz, eh bien, venez me voir, parce que j'ai des tas d'autres choses à vous montrer, et peut-être, cette fois-ci, on pourrait faire une suite à Adam Schaeffer. Ben voilà, je suis arrivé à la fin de toutes les histoires qui se sont liées à mes livres. Alors maintenant, si vous avez encore un peu de temps, je vais vous parler de celui que j'ai écrit dernièrement, et qui est... c'est un livre... c'est pas moi qui ai inventé ça, mais c'est un livre choral. C'est-à-dire que ça se passe dans un... Je me suis inspiré du passage de Tania. C'est un passage où les gens habitent, et puis certains se lient ensemble, et ça, et donc il y a dans ce passage plein d'histoires qui vont se dérouler, avec des personnages qui ont eu une intersection, qui sont liés les uns aux autres. Donc c'est pas du tout arbitraire, et comme ce livre, je l'ai commencé au moment où Denise était malade, et c'était ma planche de salut, si vous pouvez, bon. Et puis, elle est partie, et le livre n'était pas fini. Mais du fait qu'elle disparaisse, le livre a fait un virage de 380 degrés, et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et quand il a été fini, je l'ai relu, et puis je me suis dit, mais c'est bizarre parce que ce livre, c'est comme un chant d'amour. C'est-à-dire que l'amour, en fait, est plus fort que tout. Et donc, il y a beaucoup d'histoires d'amour dans mon livre. Et il y a surtout le fait que d'écrire un livre choral, on est maître du temps, c'est-à-dire qu'on peut revenir en arrière, aller au futur, stationner dans le présent, etc. Et c'est très jouissif. Et voilà, donc je vais vous lire quelques passages. Alors, je vais vous lire quelques passages de la façon dont est écrit le livre. C'est-à-dire, ils vont vous paraître un peu... Tout d'un coup, comment ça se passe là? Et parce que dans le livre, ça se passe comme ça. Donc voilà. Ici, il est là. Alors, si jamais je savonne un peu, vous me pardonnerez parce que je ne suis pas un lecteur... voilà. Alors, voilà. Alors, dès le premier jour de sa garde à vue, de 48 heures, Georges Duclerc, l'avocat de Nathan Weisbrot, lui avait apporté un cahier d'écolier, maintenant posé sur la petite table de sa cellule. Nathan, aussitôt, s'était mis à le remplir. « Tu me dis, Georges, que je dois tout raconter, tout, même ce qui me semble ne rien avoir avec mon éventuel procès? Oui, Nat, au reste, si procès il y a, ça me servira dans ma plaidoirie. Crois-moi, je ferai feu de tout bois. Même ce qui s'est passé avant ce cauchemar, c'est ce qu'on appelle les antécédents. Même le passage de la vie,
Le passage de la vie. Qu'est-ce que c'est que ça, le passage de la vie? Mais c'est mon adresse. J'habite là depuis mon divorce. C'était l'atelier, le logement de mes grands-parents quand ils sont arrivés de Pologne. Ils donnent dans la rue Saint-Maur, pas loin de l'hôpital Saint-Louis. Tout le monde me connaît dans le passage. J'ai jamais entendu ce nom-là, moi. Crois-moi, tu y retourneras et tu me feras visiter. Tu es sûr? Comme 2 et 2 font 4. Et pour la jeune juive d'instruction, pardon, il y a tellement de juifs dans mon livre que c'est la jeune juge. Et pour la jeune juge d'instruction, 2 et 2 vont aussi faire 4. Oui, c'est mon boulot, ça. Optimiste, surtout confiant, faisant autant. Facile à dire, oui, et pas si difficile à faire. Nathan Weisbrot était un homme au début de sa cinquantaine, d'une taille très au-dessus de la moyenne, les traits réguliers dans un visage large, aux joues creuses. La bouche, aux lèvres charnues, bien dessinées, indique une forte sensualité. Sa dentition un peu irrégulière, au contraire de le dépareiller, lui donne un charme particulier. Sa chevelure, plantée très bas, drue et abondante, frisée, et d'un noir d'ébène, masque une bonne partie de son front. Quant à ses longues mains, très fines, presque féminines et soignées, elles captent toujours l'attention comme un bel objet. Il avait soif, il avait faim, il avait envie de pleurer. Il n'y a pas d'âge pour pleurer, surtout sur soi-même. Comme dans un polar réaliste, on lui apportait un demi et un sandwich saucisson beurre. Nathan le dévora sans quitter des yeux le cahier et la pointe bic. Ne pas se censurer. Ce cahier devait les aider, l'un et l'autre. Nathan prit conscience, soudain, que le geste de Georges était un véritable cadeau. Maître Duclerc, toute affaire cessante, vint à son secours. Il lui recommanda de ne dire que la stricte vérité, laquelle ne semblait pas correspondre à celle de Roger Bénard, l'inspecteur principal qui l'interrogeait. Encore une belle histoire banale qui finit dans le sang. L'inspecteur avait l'impression de gaspiller son temps. Il posait toujours les mêmes questions et obtenait toujours les mêmes réponses. Policier consciencieux, Roger Bénard ne s'en alarmait pas. Sa ronde corpulence l'inclinait à la patience. Selon les faits, et pour lui, il ne faisait aucun doute, il valait mieux pour tout le monde que le prisonnier passât aux aveux. Il n'en poursuivait pas moins son interrogatoire, sûr et certain que le suspect finirait bien par se contredire et craquer. Cela arrive souvent. Et donc, l'inspecteur continuait à jouer au chat et à la souris. Son expérience lui avait appris que le destin inéluctable de la souris veut qu'elle sorte de son trou pour tomber entre les griffes du gros chat patient. Or, Nathan Weisbrot ne craquait pas. Il n'en parvenait pas, pour autant, à endiguer ce flot de détresse qui le submergeait. Il se sentait comme un virtuose qui connaît la partition et qui peut même penser à autre chose. La mécanique fonctionne. Ainsi, il répondait toujours de la même façon à l'inspecteur. Le policier crut bon de changer de tactique. Il essaya la manière grand frère qui veut tirer le petit frère du merdier dans lequel il s'est fourré. Oh, je peux vous le dire, monsieur Weisbrot, entre hommes, hein, moi, à votre place, j'aurais fait la même chose. Et l'inspecteur principal se tut, puis regarda Nathan d'un œil attendri et fraternel. Maintenant, il craque. Et il va me dire, oui, j'ai tué ma femme, et je vous le dis, entre quatre yeux, oui, avec préméditation. Nathan Weisbrot admit pour la énième fois toutes les circonstances qu'il accusait, sauf une seule, celle qui supposait qu'il avait assassiné son ex-femme.
Voilà. Alors, je passe à autre chose. En 1945, au sortir de la guerre, ma grand-mère Anna et ses 2 enfants, c'est-à-dire mon père et sa sœur Rachel, revinrent au passage de la vie. Anna remonta à l'atelier de confection de vêtements cuir. L'existence reprit, et avec eux, et avec ceux qui avaient survécu. Un jour, pas plus différent que les autres, le centre de documentation juive, aujourd'hui mémorial de la Shoah, leur apprit que Lev Weisbrod avait fait partie du convoi numéro 32 pour Auschwitz, fin 1943, où il fut gazé et réduit en cendres. Pas plus qu'ils ne l'oublièrent, jamais ils ne le pardonnèrent. L'atelier fut remis en état, il fallait vivre et manger, et cela coïncida avec l'arrivée de Miguel. Ils l'accueillirent tous les 3 avec une joie et reconnaissance. Le gitan s'adapta très vite au métier, et bientôt la confection cuir reprit et put nourrir toute la famille. Mon père renonça à succéder au sien. Contre toute attente, il passa un CAP de cuisinier, comme une revanche sur les privations que les nazis avaient infligées à la France. Les stages réglementaires effectués, il ouvrit à Belleville un petit boui-boui avec l'aide d'Anna et de Miguel. Mais à force de persévérance et d'habileté, il le transforma en véritable restaurant. Comme celui-ci n'était ni juif ni goy, et pas vraiment une synthèse des deux, mon père le baptisa restaurant cosmopolite. Anna y venait souvent voir son fils et y manger par la même occasion, et elle le fit glisser sur la pente juive ashkénaze. Lio comprit que la cuisine fait partie de la culture juive et à ce titre doit être elle aussi sauvée. Ainsi Anna trouva une manière de se consoler de la désertion de mon père. En fait, elle la lui pardonna. Toujours passage de la vie, Anna, dans sa 88e année, mourut dans les bras de Miguel Guillermo Zajekel. C'est une autre histoire, je la raconterai aussi. Avant que l'on fermât le cercueil, Miguel se tourna vers mon père, ma sœur et moi. Malgré ses émotions, Miguel parvint à nous demander la permission de couper une mèche des cheveux d'Anna. 6 vieux hommes, dont Miguel, arborant leur décoration, sortirent de l'atelier le cercueil d'Anna, recouvert du drapeau tricolore sur lequel on avait déposé la médaille de la Légion d'honneur ainsi que celle de la Résistance. Au crématorium du Père Lachaise, à la fin de la cérémonie, en l'honneur de la défunte, Miguel chanta un flamenco déchirant en guise de Kaddish. La voix, le souffle du vieil homme n'avaient rien perdu de leur vigueur. Le lendemain, Miguel partit pour son Andalousie natale. Il nous donna une forte accolade à mon père, à ma sœur et à moi. Nous savions bien, tous les 3, que c'était la dernière. Nous lui avons proposé de l'accompagner à Orly. Non, nous avait-il dit. Les larmes, je n'en ai plus. Voilà. Je me suis réfugié dans la maison des grands-parents lorsque nous nous sommes séparés, Natacha et moi, avant notre divorce. Lily Delclos, avec une réelle gentillesse, m'accueillit dans le passage. Je n'étais pas retourné depuis la mort d'Anna. Mon père non plus. Il n'avait pas le cœur de le vendre. Trop douloureux. Avec l'accord de ma sœur Rachel, il me l'a légué. La clé à la main, je suis resté longtemps immobile devant la porte. Lily m'a abordé comme si nous connaissions depuis toujours. Je devais avoir l'air d'un fantôme. J'étais comme un survivant, une fidèle sentinelle du passé, chargée de mémoire. Je peux vous aider? C'est mercredi. Je suis libre comme l'air. Je suis institutrice, pas d'école, voilà. Vous êtes, si je me trompe, le petit-fils de Madame Weisbrot, non?
Oui, oui, et je viens habiter là. Ah, ben bienvenue dans le passage. Alors, c'est une grande famille, le passage. On dit le passage, mais en fait, c'est une impasse, hein. C'est un cul-de-sac. Hein. Il n'y a que le premier pas qui coûte, semblait-elle me dire. Elle m'intima l'ordre d'entrer avec une étonnante autorité qu'elle s'octroyait sans vergogne, d'un ton de commandement, sans réplique, mais en même temps un peu celui d'un vieux copain. Elle prit une de mes deux valises, je me saisis de l'autre et nous entrâmes. Rien n'avait changé. Je me retins de crier que c'était moi, que j'avais fait un peu de marché rue Saint-Maur. Et c'était comme si j'entendais ma grand-mère me dire que j'étais trop gentil, qu'il ne fallait pas que je me dérange pour elle et Miguel, qu'ils n'étaient pas de vieux croutons, rencards, ni des baveux d'EHPAD, qui savaient très bien s'occuper d'eux-mêmes, etc. Je connaissais la rengaine. Ça finissait par un grand éclat de rire et l'injonction de venir les embrasser. Parce que, disait Anna, le soleil, tu l'apportes avec toi. Rien n'avait changé. Anna et Miguel avaient tardivement pris leur retraite et fermé l'atelier de confection du cuir. Ils s'étaient séparés petit à petit des machines à coudre et des autres outils volumineux. Anna l'avait fait avec regret. Lorsque les acheteurs vinrent se saisir de ce matériel, Anna les regarda emporter ses principaux repères de sa vie. En guise de relique mémorielle, Anna garda divers petits instruments, les aiguilles par exemple. Vieillissant, Anna et Miguel avaient abandonné le logement du haut et sur l'escalier à se casser le col du fémur. Ils s'installèrent tous les deux au rez-de-chaussée. Et alors, ce chapitre-là se situe après la rafle du Veldiv, où a été arrêté le mari d'Anna. L'Ève fut envoyée dans le camp de transit de Beaune-la-Rolande. La chaleur étouffante de ce mois de juillet et le manque d'eau aggravaient les conditions de vie dans le camp. Il fit plusieurs tentatives d'évasion qui toutes échouèrent. Il essayait de se persuader qu'il avait bien fait de rejoindre les opposants, de montrer au moins que les Juifs n'étaient pas des moutons dociles et qu'ils savaient eux aussi employer la force. Mais ce raisonnement ne parvenait pas à le disculper, surtout quand s'interposait la vision d'Anna, de son fils Lio et de sa fille Rachel. Et pourtant, une sorte d'espoir insensé le saisissait quand il voyait au loin, de l'aube au crépuscule, les moissonneuses batteuses s'activer comme de gros insectes accompagnés du bruit régulier de leur moteur, semblable à celui des remorqueurs en mer. Pour l'Ève, c'était une vision de la vie d'avant. Cette persistance qu'elle avait d'exister l'encourageait à penser qu'elle ne disparaîtrait jamais. Il y aurait encore des soirs d'été inondés de bonheur et de tendresse. Il tiendrait encore dans ses bras sa belle femme épanouie. La moisson ne finirait jamais. Comment pourrait-elle disparaître? Maintenant, il s'agissait pas de gémir, mais de croire et d'espérer. Alors, voilà. Quand vous en avez marre, vous me le dites. Parce que moi, je peux vous lire ça jusqu'à demain matin. Alors, Moshe Lellenstein, oui, ce terrible matin de la mort de Natacha, heureusement qu'il y avait eu Moshe Lellenstein. Quand ce matin-là, le rabbin Moshe Lellenstein ouvrit sa porte et trouva sur son seuil Nathan Weisbrot, il fut grandement étonné. Il le regarda de ses grands yeux bleus qui lui mangent le visage et se demanda ce que ce vieux copain pouvait bien faire là, juste au moment où il se rendait à sa synagogue.
Un rapide calcul lui suffit pour conclure que Nathan et lui ne s'étaient pas vus depuis au moins 30 ans. Cela remontait au temps où ils usaient leur fond de culotte au lycée Voltaire, sans que pour autant la progression de leurs études fût mirobolante. Ils étaient inséparables. Leurs esprits de rebelles s'unissaient à merveille pour faire les 400 coups, sécher les cours pour aller au cinéma, soudoyer les concierges pour choper tout courrier du lycée, courir après les filles et aller surtout dans tous les bastringues où il y avait de la musique. Nathan jouait à peu près de tous les instruments, sans avoir jamais touché une méthode. Son père rechignait à sévir. Il espérait qu'un jour, miraculeux, son fils le rejoindrait dans son restaurant. Quant à Isaac Lillenstein, le père de Moshe, qui était artisan fourreur à Ménilmontant, lui aussi aurait bien voulu que son fils lui succédât. Ils furent tous les deux déçus. La bar mitzvah modifia le dessin des deux lurons. Après l'office, il y eut une petite fête dans une salle attenante à la synagogue où Nathan fonça sur un piano. Il s'en empara aussitôt pour ne plus le lâcher, jouant tout ce qui lui passait par la tête et se mit même à improviser. Le père d'un des jeunes montés à la Torah s'approcha de Nathan, lui mit la main sur l'épaule et lui dit « il ne faut pas gâcher tout ça, parce que tout ça, eh bien, ça s'apprend. » C'était David Yankovic, le célèbre pianiste. Quelques années plus tard, Nathan le retrouva quand il entra au Conservatoire national de musique. Et la passion de son fils pour la musique rappela à Lio Weibrock qu'il avait un grand-oncle qui jouait de la clarinette dans un petit orchestre klezmer. Il en conclut que le bonheur réside dans ce qu'on fait avec amour, même si ce n'était pas faire la cuisine. Son sens de l'humour ashkénaze lui avait inspiré une boutade qu'il ressortait souvent à Nathan, qui riait toujours. Tâche d'avoir toujours à la portée de la main une contrebasse. Comme ça, si ça recommence, tu pourras te cacher dedans. Quant à Moshe, le jour de cette bar mitzvah, il trouva les racines de sa véritable identité d'homme. Son père n'avait jamais imaginé qu'il puisse mettre au monde un fils qui deviendrait rabbin, pour la bonne raison que c'était un athée marxiste et davantage anard, persuadé que toutes les religions cultivent le même opium. Sa femme, Ida, au contraire, en tant qu'épouse d'un militant pour l'égalité des sexes, entre autres, voulut que son fils Moshe fasse sa bar mitzvah parce qu'elle avait le droit absolu de l'exiger. Ne serait-ce que parce qu'on devait rester reconnaissant à Moïse d'avoir sauvé le peuple juif en lui évitant de barboter dans la mer Rouge, et de plus de lui avoir légué sa loi grâce à laquelle ce peuple s'était perpétré pendant des siècles. Son utopiste de mari ne trouva aucune réplique à cette assertion. Ainsi, le destin des deux amis les éloigna l'un de l'autre jusqu'à ce terrible matin où Moshe trouva sur son paillasson son ancien condisciple et complice de son adolescence rebelle. À la première vue, Nathan Weisbrod ne tenait pas la grande forme. Cheveux hirsutes, pas rasés, les habits froissés, les yeux rouges de quelqu'un qui n'a pas dormi. Il semblait sorti de la cloche. Elle m'a dit non. Pour une surprise, Nathan, c'est une surprise. Entre, lui dit-il, comme s'il s'était quitté la veille. Moshe s'effaça pour laisser passer Nathan. Il eut soudain dans l'appartement du rabbin le remue-ménage typique des enfants qui partent à l'école. Ils étaient quatre, deux garçons et deux filles, les âges allant de 15 à 8 ans. La Rebbetzine, c'est la femme du rabbin, la Rebbetzine apparut, une belle plante à l'allure de cheftain scout, avec néanmoins l'œil pétillant de malice. Elle ne portait pas la rituelle perruque, son mari étant un rabbin libéral. Joël, lui dit Moshe, c'est mon vieux copain du bahut qui me fait une petite visite après 25 ans. Nathan Weisbrod. Le compositeur demanda la Rebbetzine avec un sourire, disons. Il en a mis du temps à se décider. Je dois filer.
il reste du café à la cuisine et un morceau de brioche sauvé de la race. Puis elle s'adressa aux enfants. Allez, 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 on était à la bourre, pressons, pressons, pressons. Elle poussa sa troupe vers la porte et fit sortir tout le monde. Peut-être à tout à l'heure, Nathan, lui dit-elle. Et elle claqua la porte. Le rabbin et Nathan restèrent face à face un instant, et Nathan éclata en sanglots. Moshe le poussa vers une grande pièce au désordre sympathique. Par la grande baie vitrée, on pouvait apercevoir les autres immeubles de cette cité HLM, tous semblables. Le rabbin pensa qu'il valait mieux détourner Nathan de la cause de ses larmes. Mais dis donc, vieux lâcheur, qui n'a même pas fait appel à mes services pour célébrer son mariage. J'ai lu ça dans le bulletin du consistoire, qu'on avait rouvert pour toi la synagogue de Cavaillon en ton honneur pour ton mariage. Cette synagogue qui moisissait dans la poussière depuis 1789. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu aurais pu nous marier, Nathan et moi. Nathan eut du mal à poursuivre, d'avoir seulement prononcé ce prénom l'avait replongé dans sa tragédie. Il éclata à nouveau en sanglots. Le rabbin le laissa revenir à lui. Tu veux un peu de café? Rien ne m'oblige, à me raconter quoi que ce soit. Nathan, seulement, ça va être difficile de t'héberger pour quelques jours. Et Nathan protesta, je ne suis pas venu pour ça, je ne savais pas où aller, je vais me ressaisir. Pour le moment, tu devrais prendre une bonne douche et dormir un peu. Le même soir, la Rebbetzin faisait un peu la tête, tandis qu'elle se préparait à aller au lit. Il aurait pu prévenir, dit-elle, en tapotant son oreiller nerveusement, comme si c'était l'objet de sa mauvaise humeur. Surtout après une éclipse de 30 ans, nous. Le rabbin la rejoignit et s'assit à côté d'elle. Je ne crois pas qu'il était en état de le faire, et pour venir chez quelqu'un comme ça, à l'improviste, après 30 ans, il faut avoir de sérieuses raisons. Et toi, Moshe, tu ne lui as pas posé de questions, dit la Rebbetzin, avec un petit sourire ironique. C'est un truc entre hommes, quoi. Alors là, Joël, tu charries, vraiment. J'ai compris qu'il avait des graves tsurs, des ennuis, et que s'il voulait m'en parler, il m'en parlerait. Quand même, il ne va pas rester ici, chez nous, jusqu'à la Saint-Guinguin. Elle ajouta contre bon, c'est pas moi qui vais le mettre dehors. Vu son allure, je me suis dit qu'il fuyait peut-être, ou même qu'il était poursuivi. Le Talmud dit, quand le juste poursuit le juste, l'Éternel est aux côtés du juste poursuivi. Quand le juste poursuit l'injuste, l'Éternel est aux côtés de l'injuste poursuivi. Quand l'injuste poursuit l'injuste, l'Éternel est aux côtés de l'injuste poursuivi. Et donc, l'Éternel est toujours aux côtés de celui qui est poursuivi. Comme ça, il n'y a pas de salade. Et si le Mossad poursuit Eichmann, l'Éternel est avec Eichmann. Oui. Ce qui n'empêche pas que le Mossad de finir par le choper, Eichmann. Le fait que l'Éternel compatisse à sa détresse d'être poursuivi n'efface pas les crimes pour lesquels il est poursuivi. Oi, 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 oi. Ce qu'il y a de bien avec vous, vous autres les talmudistes, vous avez toujours la bonne réponse. Bonne nuit, Moshe. Bonne nuit, cassé. Et pour lui-même, il murmura, ou la mauvaise réponse. Alors, j'avais choisi plusieurs choses à vous lire, mais je vais surseoir un peu, parce que il y a tellement de choses dans mon livre. Par exemple, il y a mon copain Pibaro, il y a les Sévenols. J'ai voulu rendre hommage aux Sévenols dans mon livre parce qu'ils ont eu une attitude pendant la guerre extraordinaire. Et il y a la fille d'un pasteur, il y a un pasteur et tout ça. Mais finalement, j'espère que vous allez le découvrir dans le livre. Et je vous lirai un dernier passage qui est la mort d'un personnage très important dans le livre qui s'appelle Maryse de Castelbianco.
Simon Réga, son mari, attendait Nathan au parloir. Il accueillit le vieil homme avec émotion. Il lui avait tout de suite écrit quelques lignes pour la disparition de Maryse. Simon remercia à voix basse. Votre petit mot m'a touché, cher Nathan. Maryse vous aimait beaucoup. Elle vous admirait aussi. Ben, oui, je sais, c'était réciproque. L'amour, ça vous oblige à trier, à fouiller, à se confronter aux souvenirs avec le désir de ne rien perdre, de ne rien jeter, d'avoir tout à portée de main. Simon avait besoin de dire ce qu'il ne pouvait pas dire à ses enfants, à ses petits-enfants, un besoin d'être écouté, surtout de ne pas être interrompu par des paroles de consolation, fussent-elles des plus sincères. Et donc, Simon parla à Nathan. Maryse est morte à l'hôpital dans mes bras à 6h15 du matin. La veille, j'avais eu le sentiment qu'il fallait que je reste avec elle. Je ne pouvais supporter l'idée qu'elle puisse s'en aller seule dans sa chambre où clignotaient tous ces appareils qui l'éclairaient comme des petits projecteurs et qui m'indisposaient par leur bruit et leur lumière. Mais sans eux, je n'aurais rien vu. On m'avait installé un lit de camp près d'elle. Toute la nuit, je l'ai entendu lutter, forcer sa respiration. Je gardais sa main dans la mienne, si chère, si humaine. Maryse et moi, nous avons été toute notre vie de sacrés dormeurs. Maryse encore plus que moi, peut-être. À notre premier enfant, lors de son accouchement, elle s'est endormie. On a dû lui apporter un café. Et lors de nos belles siestes, suivies de ce sommeil si bon, elle me chuchotait à l'oreille, avant de sombrer, que la mort devait ressembler à ça. Elle redoutait avec humour de s'endormir au moment de mourir. Elle m'en parlait souvent, elle disait que la mort est une compensation par rapport à la naissance, extraordinaire instant dont on ne garde aucun souvenir. Comme si cette entrée dans la vie, nous ne l'avions pas vécue. On doit vivre sa mort, disait-elle. Je ne veux pas m'endormir à ce moment-là. Et si tu es près de moi, empêche-moi de m'endormir. Simon, mon amour que je n'aime pas. Oui, nous nous disions tellement que... nous nous aimions tellement que par superstition, nous nous disions le contraire. Que de petits mots tendres n'ai-je pas retrouvés qui finissent toujours par « à mon amour que je n'aime pas du tout, du tout, du tout ». Et dans cette chambre, j'ai senti que Maryse avait de plus en plus mal à respirer. Alors je me suis dressé, je l'ai prise dans mes bras, elle a ouvert les yeux qu'elle tenait fermés depuis 2 jours, et elle m'a regardé. Oh, elle m'a regardé, les yeux grands ouverts, si beaux, si vifs, comme au temps de notre bonheur. Elle m'a regardé pour m'emporter avec elle, vivant, et elle est partie. Elle est partie, me laissant ses grands yeux ouverts, mais sans vie, sans vie. Et tout à coup, comme pour s'excuser de ce départ si définitif, elle m'a effleuré les lèvres de son dernier souffle. J'ai fermé ses yeux, qui ne parvenaient plus me voir, qui ne pouvaient plus me voir. Et aussi, je ne pouvais pas détacher mon regard de cette femme que la maladie avait détruite. Je refusais de voir cette femme pour ne me rappeler que de l'autre, de toutes les autres qu'elle avait été. La belle actrice que tant de spectateurs et de metteurs en scène ont aimée et admirée, la femme surprenante qu'aucun mensonge ni tricherie n'ait souillée, la voyageuse humble et émerveillée, celle qui m'appelait mon Simon comme jamais personne ne m'a appelé, celle qui me critiquait impitoyablement quand, disait-elle, je ne sais pas ce qu'elle pensait que j'étais. Point barre. Celle qui avait des fous rires légendaires, celle qui aimait les Max Brothers, celle qui avait des mains de fée et se faisait elle-même robe, jupe, corsage, cape, manteau, dans des tissus mirifiques
qu'elle allait dénicher au marché Saint-Pierre. Celle qui m'a amené, et c'était un cadeau, chez son gourou, à Ganeshpuri, et qu'elle considérait comme mon seul rival. Cette femme avec laquelle je n'ai jamais connu une fraction de seconde d'ennui, celle que personne n'oubliait une fois qu'on l'avait rencontrée, celle qui abandonnait tout pour aider un ami ou une amie dans la détresse, celle qui a toujours parlé l'anglais au présent, ignorant tous les autres modes et qui se faisait parfaitement comprendre, celle qui aimait boire l'apéro chez Pascal, le bistrot du Vieux-Port de Bastia, et écouter les vieux pêcheurs parler corse en traduction simultanée pour moi. Celle qui aimait prendre son premier déjeuner sur le sol corse au Café des Palmiers, place Saint-Nicolas, dans l'immeuble duquel habitaient les deux Castelbianco. Ainsi, Maryse, de sa fenêtre, pouvait voir passer son premier amoureux, qui ne lui avait jamais adressé la parole. Celle qui pleurait sur le pont du bateau en apercevant se profiler les côtes corses. Car celle qui aimait l'Italie et qui en italien avait toujours le bon accent tonique, bien sûr, disait-elle encore, c'est comme le corse. Celle qui m'a fait parcourir la Corse de long en large, avec une préférence masquée pour la Corse du Nord, la sienne, celle de Pascal Paoli. Celle du Sud, à Napoléon, on le lui laisse. L'amie fidèle et généreuse, celle qui tricotait de petits chaussons de laine chaque fois que naissait un enfant, qu'il fût le sien ou celui d'un couple ami. La siesteuse au crissement des hirondelles et au crinquant des cigales, celle qui était prête à partir au bout du monde sans bagage, celle qui n'oubliait jamais l'anniversaire de quelqu'un qu'elle aimait, celle qui faisait un risotto au gorgonzola, celle qui aimait la Corse et qui pardonnait aux Corses de n'être pas Corse parfois, c'est-à-dire de ne pas être hospitalier, ne pas croire à la différence, d'être raciste, alors que la Corse est le seul département où aucun juif n'a été déporté durant la Shoah. Celle qui m'emmenait voir des paysages corses magnifiques, elle me faisait arrêter la voiture, puis elle descendait, je la rejoignais, elle restait face à une splendeur, et moi, je passais du paysage à son profil de déesse, si beau, si émouvant, et nous nous prenions la main, et on ne bougeait plus. Celle qui m'a amené à Busson, découvrir le théâtre du peuple, lieu où elle a elle-même découvert ce théâtre dont le fond de la scène s'ouvre et nous fait découvrir les Vosges et ses sapins. Nous y avons vu la cerisée. Et Maryse m'avait dit, tu verras, quand le fond s'ouvre, toute la salle pousse un « oh » collectif. Et la salle a poussé un « oh » collectif. Vous savez, Nathan, parmi les grandes pièces dans lesquelles Maryse a interprété le rôle principal, certaines ont fait l'objet d'une captation. Les DVD sont devant mes yeux, il suffirait d'avancer la main et d'en mettre un sur le lecteur et elle ressusciterait. Mais cette Maryse n'est pas exclusivement la mienne. Elle appartient à Molière, à Marivaux, à Shakespeare, à Musset, à Racine, à Coltès. Vous ne le croirez pas? Ce que j'écoute de mon amour disparu, c'est son message timide et maladroit sur son mobile. C'est bien Maryse, je ne suis pas là, mais laissez-moi un message, merci. Ce message si banal m'émeut plus que tout le reste. Simon se tut. Il pleurait. Ce fut à travers ses larmes qu'il termina à voix basse cette oraison fumelle qui lui venait de ses presque 70 ans de bonheur. C'est pour Maryse que je continue à me promener ma vieille carcasse. Elle me disait que je n'étais pas fait, que je n'étais pas un homme à rester seul. Elle le souhaitait. Tu verras, disait-elle. Il y a peu, ma fille aînée est venue me voir pour m'entourer de ses tendresses. Elle a regardé longuement l'urne qui contient les cendres de Maryse que j'ai posée sur ma table de nuit, auquel je parle et qui me répond.
est-ce que tu te souviens, papa, du petit bracelet en chiffon que maman a longtemps porté, même sur scène, m'a demandé ma fille, Bérénice, il y a quelques jours. Oui, je m'en souviens, oui. Et je l'ai même interrogée à ce sujet. Elle m'a répondu, mettant l'index sur ses lèvres par un chic mystérieux et presque coquet. J'ai fait la même chose, m'a dit Bérénice, mais j'ai eu plus de chance que toi. Elle m'a dit que c'était un bracelet tibétain qu'on devait porter jusqu'à ce qu'il se désintègre et tombe lui-même, de lui-même. Alors le vœu que l'on avait fait en le mettant se réalisera. Tu penses bien que je lui ai demandé quel avait été son vœu. Après quelques instants de réflexion, elle a fini par me dire qu'elle me le révélera que lorsque le petit bracelet se détacherait de lui-même. Alors, ai-je voulu savoir, alors que nous faisions quelques courses ensemble et que nous étions si heureuses de notre complicité, je m'aperçus que le petit bracelet tibétain avait disparu de son poignet. On s'installa à la terrasse du café, où traditionnellement nous faisions halte, parce que justement le café italien serré qu'on y sert remportait tous nos suffrages. Ah, comme j'aimais, papa, cette façon qu'avait maman de racler avec la petite cuillère la crème de café au fond de la tasse et de la savourer en claquant la langue. Mais dis-moi, maman, tu vas pouvoir enfin me révéler quel était son vœu. Tu ne l'as plus, le petit bracelet. Tu ne l'as plus. Je me souviendrai toujours de l'expression de son visage enjoué, un moment, puis soudain triste. J'ai souhaité, me dit-elle, partir avant ton père. Il se leva et prêt à partir, mais ne bougea pas. Nathan, je vais vous montrer quelque chose que Maryse avait toujours sur elle, un soir qu'elle interprétait Jacqueline du Chandelier de Musset. Simon sortit de son portefeuille un petit bout de papier délicatement plié. Il me le tendit et je reconnus le petit mot que j'avais envoyé à Maryse de Castelblanco avec des fleurs. Maryse m'a montré le mot après la représentation. Elle m'a dit que c'était son soldat inconnu. Il symbolisait tous les spectateurs qu'il aimait et qui ne se manifestaient jamais. Lisez-le. Je pris le petit bout de papier et je le lis. Madame, cela fait 5 fois que je vous vois jouer Jacqueline et cela ne me suffit pas. Vous incarnez si bien la première amante de Fortunio que je suis comme lui, amoureux de vous, à tel point que j'ose vous faire tenir ce petit bouquet, ainsi que ces quelques lignes. Il me faut préciser que je suis amoureux de la grande artiste que vous êtes, et que je n'ai pas de prudence de penser que mon amour pour vous puisse être autre chose que celui d'un admirateur pour une grande artiste qui atteint le sublime. Un jeune et inconnu admirateur. C'est gonflé quand même, dis-je à Simon. Non, 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 c'est beau et émouvant de constater que quelqu'un d'autre aime celle que vous aimez de plus. Et vous voyez, elle emploie le mot inconnu. Il y a autre chose, comme une étrange coïncidence, oui, l'écriture de ce petit mot ressemble un peu à la vôtre, celle des brouillons de vos partitions pour la musique de scène du jeu de l'amour et du hasard. Voilà. C'est un vrai but quand même. Bon, merci de m'avoir écouté avec tellement d'attention parce que comme mon professeur disait, je veux entendre une mouche voler. Il n'y avait pas de mouche, mais il y a un silence qui me laisse augurer que vous avez été touché par cette histoire. Et j'ai fait une dédicace au livre qui est celle-là. Elle est un peu gonflée aussi, mais je la maintiens. À Denise, maintenant et au-delà.
Maintenant, on va s'essayer de chanter. Ça va? Ouais. J'ai mal au dos.